La parole est à notre rapporteure, Virginie Claes. Oui, je vous remercie. Avec le préambule avec lequel vous venez de finir, je crains qu'une fois plus, donc on n'ait pas beaucoup de réponses aujourd'hui à nos questions, puisqu'elles sont donc reportées vers notre administration. Alors, je vais commencer simple. Est-ce qu'on peut avoir, sans forcément qu'il ait juré pour autant, l'identité et la fonction de la personne qui ne prendra pas la parole et savoir à quel titre elle est là simplement? Donc ça, certainement, je pense Madame la rapporteure. Il s'agit de Monsieur Benoît Piguet, qui est un membre de mon cabinet et dans lequel il est plus spécialement chargé des relations avec les assemblées parlementaires. D'accord, je vous remercie infiniment. Deuxième question, où peut-être vous pourrez nous répondre, puisque là, elle concerne vraiment directement le ministère de l'écologie et du reste. Vous me laisserez prendre ce raccourci-là. Qu'est-ce qui a justifié les délais de signature extrêmement courts entre la dernière réunion, si j'ai bien compris, de la commission consultative qui a donc désigné le consortium Ecomove. Donc j'ai noté les dates que vous nous avez données, de décembre 2010 et une signature tout début janvier 2011, alors que la procédure laissait la possibilité d'attendre encore pendant 2 mois avant de notifier le marché, le contrat. Je me permets, Madame la rapporteure, d'esquisser une réponse. La signature du contrat, c'est le 20 octobre 2011. La décision d'attribution, et pardon si j'ai été confus ou trop hâtif dans mon exposé, la décision d'attribution, elle est effectivement prise peu après l'avis rendu par la Commission, avis du 13 décembre 2010, décision prise le 14 janvier par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, se contentant d'adopter l'avis de la Commission et s'ensuit, 3 jours après, la notification aux candidats non retenus. Il me semble que rien ne s'opposait à une suite rapide puisque la délibération avait été claire et que ceci était l'ouverture de la phase suivante de mise au point du contrat. Monsieur Bontiel, vous voulez rajouter quelque chose? Très brièvement, je sors un peu de ma compétence, mais enfin de mémoire, il y avait 2 raisons qui pouvaient justifier cette rapidité. La première, c'est que la ministre suivait l'avis de la Commission. Et la deuxième, c'est que cette affaire-là était quand même entourée d'une certaine urgence, puisque depuis le début, il y avait la volonté d'abord d'aboutir sur un projet politique qui était celui d'une fiscalité écologique. Et par ailleurs, il y avait, mais encore une fois de mémoire, un certain nombre d'inscriptions de recettes à venir dans des projets de loi de programmation de finances ou des choses comme ça. Madame la rapporteure. Ok. Dans les éléments, alors je ne sais pas si c'est vous qui aurez la réponse à cette question-là, mais comme je la pose à chaque fois, je finirai bien par trouver la personne qui a la réponse. De façon très simple et très courte, les agréments des agents d'Ecomove pour recouvrer, contrôler, etc. la taxe sont aujourd'hui prévus d'être délivrés par le préfet, qui n'a pas compétence en matière douanière, qui n'a pas la bonne compétence territoriale puisqu'elle n'est que départementale. Et la procédure de transmission des informations pour les éventuels contrevenants, police et gendarmerie, enfin transmission des informations à la police ou à la gendarmerie pour les éventuelles contraventions nécessaires derrière, ne prend, semble-t-il, pas en compte tous les effets de jurisprudence que l'on a pu voir au moment des contrôles de radar automatique, à savoir la nécessité de l'identité de personne entre l'agent qui constate une infraction et celui qui dresse PV. Donc tous ces points-là ne me semblent pas être réglés aujourd'hui. Qu'en est-il à votre connaissance? Autrement dit, qui délivre un agrément à qui, pour faire quoi et sur quel territoire? Je pourrais inventer la question. Oui. Madame la rapporteure, j'ai prêté serment de dire la vérité et implicitement de ne pas inventer une réponse. Donc je pense que mon collègue M. Burceau sera compétent, et je l'en préviendrai, pour qu'il creuse la question pour vous répondre. Toutefois, lorsqu'il est consulté en 2007, et vous pourrez le lire dans son avis, le Conseil d'État
après avoir confirmé qu'il est possible de confier à un groupement qui n'était pas encore connu, bien entendu, mais de nature privée, sous contrôle et commissionnement de l'État de telles fonctions, est précis sur les limites de telles attributions, en particulier la constatation d'infractions ou le recouvrement forcé dont il ne permet pas qu'un groupement puisse être chargé. Donc, c'est à partir de ces principes qu'on aura défini les règles sur lesquelles vous vous interrogez et nous aurons soin de répondre de la manière la plus précise à votre interrogation. Monsieur Lallemand. Oui, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Messieurs les parlementaires, peut-être à ce stade de l'exercice serait-il utile que je vous fasse le point sur la philosophie de l'organisation de ce ministère, puisqu'y ayant contribué, l'ayant en partie défini et en presque totalité mise en œuvre, je peux peut-être vous donner l'idée de la construction, à la fois son esprit et sa lettre, ce qui répondra peut-être à certaines de vos questions et vous expliquera pourquoi les secrétaires généraux successifs qui sont ici et les directeurs des affaires juridiques ne sont pas forcément en mesure de répondre à des questions aussi précises que celles que vous venez de poser. Lorsque le ministère, ce grand ministère est constitué, donc nous sommes à l'été 2007, de façon éphémère, un ministre intervient et c'est ensuite M. Borloo, qui est le ministre d'État, comme vous le savez, et qui fixe à la réorganisation de ce ministère, puisque dans son décret d'attribution, il a 3 ministères précédents, l'ex-ministère de l'Équipement, l'ex-ministère de l'Écologie, avec des appellations différentes en regard de l'histoire, et enfin la partie énergie du ministère de l'Industrie. Donc ce sont 2 ministères et demi qui sont à cette occasion réunis. Et la question très vite se pose, à la fois de la doctrine, ce qui explique le Grenelle de l'environnement, qui est lancé dès l'été, et ensuite de l'organisation, puisque M. Borloo souhaite que la réorganisation n'intervienne qu'après le Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire une fois les objectifs définis, dont notamment les objectifs fiscaux qui étaient évoqués à l'instant. L'organisation donc visait à simplifier un dispositif d'une près de quarantaine de directions, puisque notamment on avait un problème très pratique qui consistait à réunir les directeurs et trouver une salle suffisamment grande pour les réunir, puisqu'il y avait à peu près 40 directeurs dans le périmètre de ce ministère. Et des modes d'organisation très différents entre les ministères. Même si équipement et écologie étaient des ministères cousins, parce qu'ils avaient à la fois des liens et historiquement l'écologie était une partition de l'équipement, il n'en restait pas moins que l'organisation était très différente. Donc s'est posé la question de la création d'un secrétariat général au regard des fonctions transversales qu'il était en mesure d'exercer. Le débat a eu lieu pour savoir si le secrétariat général devait être l'autorité hiérarchique des directions générales, c'est-à-dire un modèle dit Quai d'Orsay, où le secrétaire général a cette responsabilité-là. Et à l'époque, le ministre et ses secrétaires d'État ont écarté cette solution, faisant du secrétaire général le coordonnateur administratif des services, mais pas au sens hiérarchique du terme, mais en faisant en sorte qu'il ait dans son portefeuille les matières transverses, budgétaires, personnelles et juridiques. Je cite les principales, communication, affaires internationales, donc tout ce qui est transversal, tout ce qui n'est pas métier. Alors, c'est assez difficile de séparer ce qui est transversal de ce qui est métier, parce qu'en permanence, on se demande où passe exactement la frontière. En matière d'affaires juridiques, l'organisation précédente était très diffuse. Par exemple, le ministère de l'Équipement avait une direction des affaires juridiques, de l'informatique et de la logistique. C'est-à-dire cette direction qui, de mémoire, devait avoir 5 sous-directions, 3 des sous-directions étaient consacrées à de l'informatique ou de la logistique. Il n'y avait que 2 directions juridiques. Donc la direction des affaires juridiques a été progressivement constituée par le rapprochement de l'ensemble des structures juridiques, et notamment en visant à rassembler le Conseil et la fonction contentieuse. C'était déjà un travail assez significatif, puisque rien que la constitution de ce ministère, qui a représenté 8 mois de discussion, de concertation, s'est également traduit par toute une réflexion sur son organisation budgétaire, parce que souvent on ne voit que l'organisation administrative, au sens des textes organisés en sous-direction au bureau, mais derrière ça, vous avez une organisation budgétaire, particulièrement originale, je me permets de le souligner, puisque ça a amené souvent à l'époque à des débats avec votre commission des finances, puisque l'ensemble des personnels de ce ministère sont réunis sur un seul programme.
Et les différentes directions ne gèrent pas les effectifs, elles gèrent les crédits d'intervention. Mais ce qui donne au secrétaire général la responsabilité de l'allocation des moyens humains. En matière de réforme, c'est très efficace, on respecte la LOLF par un dispositif dit miroir à l'intérieur des programmes. Je rajoute que le troisième étage de cette fusée organisationnelle, à la fois les textes, l'organisation budgétaire, ça a été le déménagement, puisqu'il a fallu réunir l'ensemble de ces services au même endroit, puisque je vous parle là de gens qui étaient éclatés sur plusieurs sites. Les gens de Bercy étaient à côté de Bercy, de l'autre côté de la Seine. Ceux de l'équipement étaient déjà à la Défense, mais ceux de l'écologie étaient avenue de Ségur. Nous avons déménagé à l'époque 3500 personnes pour regrouper l'ensemble des services à la Défense, en dehors de Paris. Je me permets de le souligner parce que souvent, quand on dit les ministères veulent à tout prix rester dans Paris, nous avons quitté le 7e arrondissement, ce qui, en termes de dialogue social, je me permets d'insister là-dessus, a été particulièrement difficile à réaliser pour mettre au point cette organisation. J'en viens au point qui vous intéresse. Je vous donne des éléments de contexte. Le point qui vous intéresse, c'est l'organisation de cette direction des affaires juridiques. Dès le début, elle a été conçue comme non-métier, c'est-à-dire, je vous le disais à l'instant, comme le conseil et le contentieux. Rien que ça, c'est une discussion qui a été difficile. Un préfigurateur a été, comme sur les autres directions désignées, c'est-à-dire le préfigurateur ayant, ça a été un peu une spécificité de cette réforme, la caractéristique d'être à la fois celui qui proposait l'organisation, mais qui était chargé de façon transitoire de la gestion. Et dans chacun des domaines, il y a eu un préfigurateur. Sur la question des PPP, historiquement au ministère de l'Équipement, les PPP existaient sous une forme de mission qui a eu plusieurs appellations dans le temps, au sein de la direction des routes, qui était devenue la direction générale des routes. N'oubliez pas que ce ministère, à l'époque où je vous parle 2007, vient de finir la décentralisation des routes, c'est-à-dire le transfert de 30 000 agents aux conseils généraux, qui représentaient son réseau routier, vient de réorganiser toute la partie état des routes, au travers des fameuses DIR, qui gèrent ce qui reste de la partie routière. Donc un ministère qui venait de connaître une brusque évolution en application de la loi de 2004 de son dispositif routier. Donc un des premiers éléments a été de se dire qu'on allait réunir dans une même direction générale l'ensemble des vocations transport du ministère. Donc 3 directions générales étaient concernées par cette fusion, la direction générale des routes, ce qu'on appelait la direction des transports terrestres, et ensuite la direction générale de l'aviation civile. Nous avons mis de côté la direction générale de l'aviation civile de ce regroupement, c'est-à-dire qu'on a regroupé que routes et ferroviaires, si vous voulez, hors aérien, parce que sinon la direction générale aurait été beaucoup trop importante. La DGAC en centrale, c'est déjà près de 1000 personnes. Donc la DGAC est restée comme structure constitutive. Mais dans la logique métier, quand on a réuni ces 2 directions générales, auxquelles je rajoute la mer bien évidemment, on a laissé les PPP à l'époque à dessein dans cette direction générale. La mission PPP, puisqu'on l'a plus assimilée à métier. Alors vous voyez bien que c'était parce que la difficulté de la tâche était telle en termes de réorganisation, de restructuration, qu'il ne fallait pas rajouter des prises en compte de sujets métiers dans les fonctions transversales. Ça vous explique l'organisation de ce ministère et sans doute la façon dont la direction des affaires juridiques est ensuite intervenue dans les différents éléments de ce dossier. Mieux que moi, mes successeurs sauront le dire, mais elle n'était pas conçue pour prendre en charge ce type de processus. C'était dans les compétences métiers, comme des tas d'autres choses sont restées dans les compétences métiers. Je vous donne celle-là parce que c'est le sujet de votre commission. Et toujours une direction, un secrétariat général venant en appui lorsqu'il y avait des moments particulièrement saillants. Voilà, c'était ce que je voulais me permettre de vous expliquer de la façon, j'espère, le plus claire possible. Je vous remercie. Une question peut-être alors un peu plus simple. Comment et sur la base de quels critères s'est effectué le choix des routes qui allaient être taxées ou non taxées, à part le réseau routier, autoroutier non concédé? Est-ce qu'il y a eu des critères uniquement de circulation, de lien avec des voies ferroviaires, etc. Donc vraiment l'idée du report modal tel qu'il était conçu au départ, ou est-ce qu'il y a aussi eu des critères techniques de routes parallèles, non taxées, pas trop à proximité pour qu'on puisse faire le distinguo facilement? Est-ce que certaines sociétés de péage autoroutières ont participé ou pas? Qui a participé à ce choix? Comment ça s'est fait? Du temps où j'étais secrétaire général, à l'évidence, le secrétariat général n'avait pas compétence
dans les textes pour s'occuper de ces choses-là qui ressortaient de la DGITM. Donc j'imagine que mes successeurs ont été confrontés à la même séparation. Si vous voulez, comment ça se passait sur le suivi de ce dossier du temps où j'étais secrétaire général? On avait constitué une réunion des directeurs généraux. Et donc, je crois que c'était le lundi soir, j'essaye de me rappeler, on se voyait une fois tous les 15 jours, je ne sais pas si ça a perduré de cette façon-là, cet excellent mode d'organisation. Donc, le secrétaire général avait connaissance de l'évolution des dossiers dans le tour de table que faisaient les directeurs généraux, qui exprimaient leurs préoccupations du moment, de manière à ce que le secrétaire général ait une visibilité sur l'ensemble du ministère, mais sans à aucun moment rentrer dans le détail, puisque ça relevait de leurs compétences. Voilà sur ma partie. Pardonnez-moi, monsieur Lallemand, je voudrais quand même que vous me disiez assez directement si vous avez été consulté, en tant que secrétaire général du ministère de l'écologie, sur le choix de la formule juridique PPP. Est-ce que la direction des affaires juridiques a été consultée sur ce choix? Je parle bien de la formule PPP uniquement. Parle sous le contrôle du directeur des affaires juridiques de l'époque, non. Vous n'avez pas été consulté? Non. Le choix était antérieur. Les textes sont antérieurs à la création du ministère, en partie. Donc, même si la loi de 2009 précise un certain nombre de choses, on voit bien que s'esquisse le dispositif dès 2006, et même de façon antérieure, puisque je crois qu'il existait déjà des rapports qui... il ne faut pas trop remonter quand même, parce que la législation sur les PPP, elle est quand même... Elle date pas... on ne peut pas remonter trop loin quand même. Elle est assez ancienne, puisque quand j'étais directeur de l'administration pénitentiaire, en 2000... le dispositif, déjà, là, on existait n'était pas de sous cette façon-là. Bon, oui, sur les prisons. Enfin, vous savez, il y avait des conditions très précises. On pouvait faire des PPP, mais sur des choix très, très particuliers. À mon avis, l'écotaxe ne rentrait pas du tout dedans. Donc, c'est quand même un peu après, que c'est intervenu. Mais enfin, bon, je note que vous me dites que vous n'avez pas été consulté. C'est important, de mon point de vue, de savoir si le ministère de l'écologie a été consulté sur ce choix des PPP. Et moi, j'aurais une question, mais je ne sais pas à quel moment vous y répondrez. Je la pose tout de suite, qui a décidé de ne plus associer la MAP? Parce que quand... alors on se retrouve, c'est la question de notre rapporteur que je lui vole. Mais voilà, c'est pas grave entre nous. Parce que tout à l'heure, lors de l'audition de M. Bergère, de la MAP, nous avons bien compris quand même qu'à un moment donné, la MAP n'a plus été du tout associée au suivi du PPP. Donc je voudrais savoir comment a pu se décider cette situation de ne plus associer la MAP. Et malgré des réserves sur les conditions de résiliation du contrat en cas de force majeure. Cette absence d'association, la MAP la situe à quelle date pour qu'on essaye de se retrouver entre nous? On va dire que c'est... Pas donné de date, c'est plutôt une étape, oui. En fait. C'est après donner un avis préalable. À partir du moment où le contrat a été signé... Avant. Même avant. Mais enfin, alors, on leur a donné 48 heures. On leur a donné 48 heures pour voir le contrat, pour donner un avis avant que le contrat soit signé. Pour s'organiser entre nous, là, vous parlez du début 2011. Et on parle de la signature du contrat définitif, oui, qui a été faite aussi, là, on l'a vu d'ailleurs, vous le rappelez. Eux nous avaient parlé de 6 jours, vous nous parlez de 15 jours. Donc, dans des proportions, des délais qui sont quand même très courts par rapport à ce type de contrat. C'est généralement sur ces contrats, c'est plutôt 2 mois novateur, pour signer que 6 jours ou 15 jours. Bon. Et à partir de là, la MAP, elle n'est plus intervenue. Là encore, de mémoire, et avec une certaine imprécision, j'en ai peur et je m'en excuse, la MAP est d'abord au départ du processus par l'avis qu'elle donne initialement, plus la date, après l'évaluation sur la mise en œuvre d'un contrat de partenariat. Par ailleurs, la MAP est associée aux réunions de la commission consultative, donc participe aux 3 réunions dont vous avez évidemment les comptes rendus de la commission consultative, quand en fait l'instrument qui a été mis en place, d'ailleurs après l'avis donné par le Conseil d'État en décembre 2007, pour accompagner le ministère dans ses choix. Et enfin, effectivement, la MAP est un service du ministère des Finances, et le ministre des Finances se prononce au tout dernier moment, puisqu'avant même la signature du contrat, il donne autorisation de signer ce contrat.
Donc je ne comprends pas parfaitement bien en quoi la MAP peut considérer qu'elle n'est pas... Un certain nombre de réserves qui avaient été faites par la MAP au moment où ils remettent leur avis. Ils remettent leur avis donc, le 14 octobre 2011. Et en fait, il n'y a pas eu de correction, parce que ça a été très vite et qu'ils n'ont plus été consultés, il n'y a pas eu de correction sur les petites réserves, enfin les petites réserves, sur les réserves qui ont été faites quand même par la MAP. Voilà, je vous le dis, mais bon, nous avons entendu votre réponse. Alors, je redonne la parole et pardon de l'avoir... Vous voulez intervenir, Monsieur Mazoury ? Le choix des routes. La question de Madame le rapporteur. Personne ne peut répondre à cette question ? Non, je me permets de poursuivre dans le temps la réponse qu'esquissait Monsieur Lallement. La personne compétente pour répondre à cette question, Madame la rapporteure, est Daniel Burceau, DGITM. D'accord. OK. En fait, c'est vraiment la personne qu'on retrouve tout au long depuis 2008, Monsieur Burceau. Hein, par rapport à tout ce que vous avez, j'ai un tableau là. Alors, on le retrouve effectivement sur toute la période. Alors, est-ce que vous pouvez, ce sera peut-être encore plus simple, nous indiquer sur quelles étapes, de quelle manière et jusqu'où vous êtes intervenu sur ce contrat ? Ça va peut-être être plus simple comme ça. Sinon, on va avoir l'impression qu'on va la pêche. Mais là, c'est pas la FIT, hein, ça va pas être... C'est Burceau encore. Dans l'ordre chronologique, donc, puisque j'ai été le premier directeur des affaires juridiques après la réorganisation du ministère. Donc moi, je suis arrivé après que le Conseil d'État avait déjà été consulté par les ministères sur la possibilité de recourir à un partenariat avec une entreprise privée pour lui confier la collecte de la taxe. Donc cette première décision avait été prise avant la réorganisation et avant la constitution des directions juridiques. Et donc moi, jusqu'au mois d'octobre 2009, j'ai eu à connaître de quelques aspects du dossier, essentiellement à travers les textes de loi. Donc la direction des affaires juridiques a été associée à la préparation du projet de loi de finances pour 2009, qui comporte ce fameux article 153 qui prévoit à la fois le principe de la taxe et la possibilité du recours au partenariat public-privé, avec un examen de ce projet de loi par le Conseil d'État qui a confirmé lui aussi, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances, la possibilité de ce recours. Ensuite, nous avons eu quelques petites questions ponctuelles posées par la Direction générale de l'infrastructure des transports et de la mer sur des questions telles que la question de savoir quels étaient les ministres compétents pour signer le contrat, question de savoir s'il était nécessaire ou non de consulter les comités techniques préalablement à la signature du contrat. C'est le ministre qui a signé le contrat ou c'est M. Burceau qui a signé le contrat ? C'est M. Burceau ? C'est M. Burceau, Madame la Présidente. Merci. Oui. Par délégation, bien sûr. Voilà. Des transports, donc c'est le ministre chargé des transports. L'écologie, oui. Oui, là c'est le décret d'application auquel j'ai eu l'occasion d'être associé aussi, c'est la direction des affaires juridiques a également suivi d'assez près quelques textes réglementaires qui ont été pris, dont le décret du 30 mars 2009, qui est celui qui a créé la commission chargée d'examiner les offres et d'organiser la sélection, enfin de donner un avis sur la sélection. Et c'est ce même décret qui désigne le ministre chargé des Transports comme le ministre compétent pour signer le contrat. Voilà, c'est l'essentiel des dossiers auxquels j'ai été associé dans ma qualité de directeur des affaires juridiques. Alors, dans un contexte aussi fluctuant, notamment en matière de compétences, de responsabilités, d'organisation, etc., est-ce qu'il y a eu des interventions, des instructions ou autres du Premier ministre ou du cabinet du Premier ministre, par exemple, pour essayer de remettre justement un petit peu d'ordre et de raison ou pas ? Ou est-ce que c'est resté fluctuant comme ça entre des ministères créés, pas encore créés, en fusion ? Oui, je suis évidemment obligé, avec tout le respect que je vous dois, de m'élever contre le terme de fluctuant. Le paysage qui vous a été décrit est un paysage de réorganisation. C'est toujours compliqué et difficile. En ce qui me concerne, par exemple, lorsque j'arrive en juillet 2010, je trouve une direction des affaires juridiques
grâce en soit rendue et à mon prédécesseur et à tous les remarquables directrices et directeurs qui s'y sont succédés, qui fonctionne parfaitement bien. Donc, ce n'est pas un paysage ni fluctuant ni mouvant. Il n'y a aucun moment où quiconque s'interroge sur la responsabilité de quelque administration que ce soit. Il me semble que les choses sont assez claires. Quant à savoir s'il y a des interventions, là aussi, le terme me paraît pas parfaitement adapté, qu'il y ait une prise de connaissance par les cabinets de la façon dont se déroule le déroulement d'un projet aussi important à la fois politiquement, fiscalement, financièrement qu'on a pu le dire. Bah oui, ça c'est évident. C'est-à-dire qu'il y a des réunions interministérielles qui servent non seulement au cabinet du Premier ministre et aux divers cabinets à se rendre compte de l'état d'avancement du projet, mais également à valider politiquement, à intervalles successifs, la façon dont se déroule la procédure. Le terme de fluctuant n'était en rien péjoratif. Simplement, on constate là que effectivement, les limites et les frontières bougeaient tout simplement. C'est ce que vous nous avez expliqué avec des constitutions de services. Donc, je sais effectivement que quand ce genre de service se constitue, se met en place, il y a forcément des responsabilités et des domaines de compétences dont les frontières bougent. Donc, ça n'avait absolument rien de péjoratif dans mon esprit. Et c'était bien pour ça que la question qui suivait était justement qui assurait un petit peu le fil rouge ou le fil conducteur sur un projet aussi important et dont on nous dit et on nous redit, et je veux bien le croire, je ne le remets absolument pas en cause, qui était complexe. Dieu sait qu'un dossier complexe est déjà difficile à faire avancer correctement et dans des délais, etc., dans un contexte stable, y compris de direction de service et de direction de ministère, mais dans un contexte où effectivement les choses sont en train de se mettre en place, c'est d'autant plus difficile. Voilà. Moi, je ne l'ai pas pris de manière péjorative. Ce que je voulais juste dire, c'est que je relevais le terme de fluctuant parce qu'il n'a en aucun cas, en tout cas pendant toute la période où j'étais secrétaire général, été l'occasion d'interrogations sur qui fait quoi. La compétence de la DGITM était parfaitement claire, le rôle et la compétence du secrétaire général et de l'ADAGE étaient parfaitement clairs, et comme l'a rappelé par exemple à l'instant Thierry-Xavier Girardot, l'ADAGE est intervenue au titre du Conseil jusqu'à ce qu'elle se mette à intervenir ensuite au titre du contentieux. Il peut y avoir des sujets, y compris pendant la période où j'étais secrétaire général, où on a pu s'interroger à la marge sur certaines répartitions de compétences, encore qui soient finalement très très rares. J'en ai pas même en tête tout de suite, mais celui-là n'en était en aucune manière. Une autre question, madame la rapporteure, ou... Moi, j'avais une question financière quand même. Là. Je voulais vous demander d'un point de vue financier, quelles ont été les positions du secrétariat général sur ce dossier. Il y a dû y en avoir quand même. Et dans quelle mesure le PPP modifie la dépense du ministère sur les infrastructures, sur la direction générale des transports et des infrastructures, avec la FIT et tout ça, on aura un certain nombre de réponses. J'en ai pour ma part un certain nombre, puisque je m'occupe du rapport spécial transport terrestre à la Commission des finances du Sénat. Mais pour vous, ministère de l'écologie, secrétariat général, cette affaire, moi j'aimerais que vous nous disiez quand même cette affaire, ce PPP, est-ce qu'il modifie la dépense du ministère? Alors ce PPP au moment où il a été décidé, et puis je dirais maintenant, avec tout ce que ça comporte, puisque, je ne sais pas, est-ce que si le contrat est résilié, s'il se passe des choses, est-ce que vous serez d'ailleurs amené, s'il y avait une indemnisation, je ne sais pas, du prestataire, est-ce que vous, en tant que secrétariat général, vous serez amené dans vos fonctions budgétaires vous serez saisi d'abord de ce type de dossier, et est-ce que tout restera à la DGITM? Moi, ça m'intéresse quand même de savoir. C'est compliqué pour nous. Hein. Je vous dis, pauvres petits parlementaires, c'est compliqué de vous voir là sur ce dossier avec tous ces... alors moi, j'emploie pas le terme fluctuant, mais de vous voir avec toutes ces ministères, ces différentes instances, c'est quand même compliqué de bien comprendre la décision. Alors moi, je vais rester sur le plan financier, si vous voulez bien d'abord. Madame la Présidente. Je poserai les mêmes questions à M. Burceau. Hein. La synthèse financière, effectivement, dans le texte d'organisation, relève du secrétaire général. Ce en quoi ce n'est pas une spécificité au ministère de l'Équipement, puisqu'on retrouve ce mode d'organisation dans l'ensemble des ministères. Dans les fonctions que j'exerce actuellement, ça se passe exactement de la même façon. Donc sur la partie où j'ai exercé, il était clair que le projet représentait la possibilité d'une recette et donc d'un équilibre de la FIT.
puisque sur toute cette période-là, du moins jusqu'à ce que je parte, mais j'imagine que ça a continué, moi j'étais assez préoccupé des engagements qui étaient pris systématiquement sur des annonces de création d'infrastructures dont on voyait bien quand on travaillait sur la programmation de la FIT, qu'il y avait manifestement une durée de réalisation qui chaque jour était un peu plus longue. Donc l'idée d'un rééquilibrage par rapport à quelque chose qui était substantiellement difficile, c'est-à-dire la discussion avec la direction du budget sur la partie budgétaire du financement de la FIT, qui était quand même assez significative. Je ne sais pas exactement à combien on en est aujourd'hui, mais moi c'était à peu près 2 milliards, si je me rappelle bien. C'était un point de faiblesse du ministère de l'époque, puisque c'était à l'évidence l'ajustement principal qui pouvait être réalisé. Donc, dans la conception collective du dispositif, le secrétaire général a été bien évidemment très associé au montage au sens financier du terme, au sens de l'équilibre global que ça pouvait représenter pour le ministère. Et ça paraissait, y compris par rapport aux objectifs dit de verdissement de la fiscalité, quelque chose d'extrêmement souhaitable. Donc à la fois dans la doctrine, mais également dans la ressource fiscale qui pouvait arriver. Vous savez que tous les ministères sont un peu confrontés au même problème. C'est-à-dire quand on est uniquement en recettes budgétaires, il y a toujours un risque d'ajustement, de gel, de surgel. Enfin, maintenant, ça prend des tas de noms tout à fait recherchés. L'idéal en matière budgétaire, c'est d'avoir une recette affectée. Pour une structure, c'est vraiment, pour un gouvernement, pour un ministre, c'est la meilleure façon de réaliser ses objectifs. Donc, on était tout à fait dans une stratégie de cette nature. Monsieur Montiel. Je confirme évidemment totalement la façon dont Didier Lallement a présenté cette appréciation par le secrétaire général, en vous répétant ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le sentiment presque d'urgence qu'on avait parfois, pas tant à la limite vu d'un secrétariat général sur la question de la mise en œuvre ou de la concrétisation d'un engagement politique sur la fiscalité écologique, que sur la question de l'équilibre financier. Effectivement, la partie que vous évoquiez, Madame le rapporteur, sur les prises de renseignements par les cabinets ministériels était souvent orientée sur les délais de mise en œuvre de ce projet. Et j'ajoute d'ailleurs à ce titre que, là j'en ai un souvenir précis, le secrétariat général, comme l'ensemble des parties à cette affaire au sein du ministère, ont vécu comme une catastrophe à ce titre l'ordonnance du TA qui date de mars 2011 qui suspend la procédure, en particulier pour des raisons de délai qui rendaient le déroulement de cette procédure, la discussion approfondie avec le candidat le mieux classé encore plus compliquée, plus longue, etc. Et à l'inverse, je me plais à le signaler, la décision du Conseil d'État de juin, du 24 juin 2011, a été vécue comme un succès. Et je me souviens même de la réunion que j'ai organisée, c'était dans un but aussi de bonne relation entre les administrations, à 4, c'est-à-dire avec les 2 directions générales concernées, les 2 DAGE concernés, la DGITM, la Direction générale des douanes et les 2 DAGE des 2 ministères concernés, pour en quelque sorte faire une étape de clôture d'une partie contentieuse du dossier et se féliciter de la qualité du travail qui avait été mené en commun, ce d'autant plus que je ne vais pas évidemment redire ce qui a été dit à propos de la décision du Conseil d'État, mais enfin du point de vue du travail administratif, je ne reviens pas sur les expressions qui ont été employées, et c'était en quelque sorte un satisfecit éclatant. D'accord. Monsieur Mazouric. Merci Madame la Présidente. À la suite de mes prédécesseurs, pour compléter de façon contemporaine la réponse aux questions que vous veniez de poser, s'il arrivait quoi que ce soit au contrat, naturellement le secrétariat général, dans sa fonction juridique et dans sa fonction financière, serait concerné, saisi et aurait à se prononcer tant en expert qu'en synthèse ou en conseil. La fonction financière émargente à ces 2 attitudes. Au demeurant, vous posiez cette question également. Le secrétariat général était, comme il en avait été décidé par le gouvernement, favorable au choix de ce dispositif, après qu'il avait été cadré et balisé en premier lieu par l'avis du Conseil d'État que j'ai cité, puis par un avis de la MAP. Faire quelque chose par un tel montage a bien, comme vous le souligniez,
un effet sur les dépenses de l'État. Il n'y a pas à monter la structure administrative correspondante. Pour autant, un PPP n'est pas un objet qui disparaît de la vue de l'État et notamment de la vue de ses comptes. Les PPP sont retracés dans les comptes de l'État qui vous sont présentés à l'appui de la loi de règlement annuel. C'est bien sûr le cas de celui-ci. Oui, M. Montel. Et si je peux me permettre de rajouter un point connexe, puisque finalement vous nous interrogez sur la façon dont les administrations, enfin, en tout cas le secrétariat général ou le secrétaire général a vécu cette période, je rajoute quand même qu'il y a un autre bout de cette procédure qui ne pouvait pas ne pas avoir un impact sur la manière dont on le vivait, qui est la procédure pénale, ou en tout cas les plaintes portées par une des entreprises, un des groupements candidats, et qui pouvaient déboucher sur des questions de nature pénale. Donc je ne vous cache pas que là aussi, il pouvait y avoir de la part de tous ceux qui étaient concernés, tous les fonctionnaires qui étaient concernés par cette affaire, non pas de l'inquiétude, on savait ce qu'on avait fait, mais en tout cas un certain désagrément à savoir qu'une enquête est ouverte et le reste pendant 31 mois, puisque ça a été le cas, avant d'être classée puis réouverte, comme vous le savez. Et puis-je vous demander, messieurs les directeurs des affaires juridiques, qu'est-ce que vous pensez de cette notion aujourd'hui de suspension du contrat ? Parce que, pour moi, le contrat, d'abord, il n'est pas suspendu. On a vu quelques professeurs de droit et avocats qui nous ont bien dit que le contrat, il est signé et il se poursuit. La suspension, c'est la suspension de l'écotaxe. Mais enfin, par abus de droit, de temps en temps, on parle de suspension du contrat. Moi, je voudrais quand même que vous me disiez ce que vous pensez du prestataire qui me surprend quand même. Alors, on me rappelle qu'il est italien et que les Italiens n'ont pas forcément la même attitude que les Français. Mais enfin, je trouve très curieux que le prestataire, italien ou pas, ne fasse pas activer la mise à disposition s'il est vraiment prêt, comme il le dit. Il dit qu'il est prêt. Moi, par ailleurs, j'entends qu'il n'y a que 190 000 camions qui sont embarqués. Alors, j'ai bien compris qu'il ne peut pas être tenu pour responsable des camions qui ne font pas l'effort pour acheter le dispositif, le boîtier, embarquer. Mais par contre, il faut s'assurer quand même qu'ils ont bien produit tous ces boîtiers et que vraiment les boîtiers étaient à disposition quand même des camions, ce que je ne crois pas, en tout cas à certaines dates. Donc aujourd'hui, je suis quand même assez étonnée que de part et d'autre, à la limite, du côté Ecomove, il y a une attitude très, très calme devant tout ça, comme c'est des contrats avec des sommes considérables. Certains trouvent d'ailleurs que ces sommes sont beaucoup trop élevées. Mais quand même, dans le monde des affaires, c'est quand même assez surprenant qu'on soit aussi calme, aussi tranquille, et qu'on ne cherche pas à clarifier rapidement une mise à disposition ou pas une mise à disposition. Et je ne sais pas encore du côté de l'État, mais du côté des Ecomove, je l'ai ressenti comme tel. Alors vous, en tant que directeur, quelle est votre réaction sur cette idée de suspension du contrat ? J'aimerais que vous nous disiez et que vous nous parliez de cette activation de la mise à disposition. Parce que dans un contrat de PPP, sans être un très grand juriste, c'est une phase absolument indispensable pour voir les droits et les devoirs des uns et des autres. C'est bien par rapport à la mise à disposition. Alors, qui veut répondre à cette question ? C'est M. Rougier ? Boucher. Rougier. L'actuel directeur des affaires juridiques. Très bien. Sur Boucher. Pardonnez-moi, je lis très mal votre... Il y a du reflet, excusez-moi. Monsieur Boucher, Julien. Oui. Sur la question de l'attitude de la société Ecomove, je ne pourrais pas vous donner d'informations, n'étant pas, pour les raisons qui ont été explicitées, en raison de mon positionnement, en relation. Mon service n'est pas en relation avec cette société. Ça n'est pas lui qui est le partenaire contractuel de cette société. Cette fonction est assurée, comme ça a été indiqué, par la DGITM. Donc je n'ai pas ni d'informations ni d'observations à faire sur ce point. D'un point de vue strictement juridique, ce que je peux dire à ce stade, c'est que ce qui a été reporté, c'est l'entrée en vigueur c'est la mise en service de la taxe. L'entrée en vigueur de la taxe a été reportée. Donc effectivement, je ne crois pas qu'on puisse parler de suspension du contrat, ainsi que vous le disiez fort justement. Alors évidemment, ce report de l'entrée en vigueur de la taxe pourra
le cas échéant, en fonction de sa durée, avoir des conséquences sur les relations contractuelles qui devront être traitées dans le cadre des stipulations du contrat, dans les relations entre les deux partenaires contractuels. Mais ce qui pourrait en avoir aussi des conséquences sur les relations, c'est quand même si Ecomove n'était pas prêt. Parce que la question est quand même de savoir si le prestataire est prêt ou s'il n'est pas prêt. Alors on me dit que le fait d'être prêt, c'est sur le plan technique pour Ecomove, que du côté de l'État, il y a un certain nombre d'arrêtés à prendre, de décrets, etc. Alors peut-être que personne n'est prêt, j'en sais rien. Mais j'ai le sentiment aujourd'hui que personne ne se bouscule pour avancer dans ce dossier. C'est quand même surprenant. Voilà, c'est pour ça que je veux essayer de vous faire dire des choses. Bon, manifestement, je poserai ces questions plutôt à Monsieur Burceau. Vous, ça vous inquiète pas, quoi, qu'il n'y ait pas cette mise à disposition, que personne ne règle le problème pour le moment. Je ne parle pas de décider ou pas de l'écotaxe, hein, on est bien d'accord. Mais enfin, le contrat, et vous venez de me le confirmer, n'est pas suspendu. Le contrat, dans ses effets, se poursuit. Il va y avoir, tôt ou tard, soit des pénalités de part et d'autre, qui a fait des retards, comment, voilà. Il va y avoir éventuellement un loyer. Tout ça tourne autour d'une notion qui s'appelle la mise à disposition. Elle aurait dû avoir lieu au 1er janvier, s'il n'y avait pas eu toute l'affaire des bonnets rouges, etc. Et personne ne s'en inquiète et on reste dans cette situation que moi je trouve personnellement peut-être dommageable pour les finances publiques. Je vous le dis, parce que moi je pense que ça peut être aussi, on le voit souvent du côté des Ecomove, mais moi je peux le voir aussi du côté des finances publiques, et je peux penser que c'est peut-être grave de ne pas clarifier la situation. Voilà. Alors c'est peut-être un réflexe de la Commission des finances, hein, je ne sais pas. Mais j'aurais aimé que vous, les directeurs, vous me disiez un peu comment vous voyez ça. Un contrat de PPP, j'ai bien compris, c'est exceptionnel. Il n'y en a pas 36 000, il y en a pas. C'est en plus celui-là un PPP très, très particulier, mais justement, il demande toute votre attention. Vous devriez avoir vraiment des conseils, une réponse. Vous devriez, sur ces questions-là, il devrait y avoir une réponse de l'État. C'est quand même, enfin pour moi, incroyable. Mazoric. Merci, Madame la Présidente. Je remercie Julien Boucher d'avoir répondu en droit à la question précisément juridique que vous posiez. Le fond que vous venez de dénoncer à nouveau de votre question, il est aussi le politique, il est tourné vers l'avenir. Vous admettrez, je l'espère, que ayant cette responsabilité aujourd'hui, je n'ai pas toutes les certitudes. Pour vous répondre en tant que fonctionnaire, Madame la Présidente, ceci ne me préoccupe-t-il pas? Bien sûr que ceci me préoccupe. Chargé par exemple de la synthèse et de la solidité financière et budgétaire générale des ministères, comment ne serais-je pas préoccupé de voir une recette manquée, ni interrogatif sur le moment où les choses, comme il a été annoncé, ne seront plus suspendues mais en œuvre. J'espère que vous voudrez bien comprendre que je ne puisse apporter, car telle n'est pas ma fonction, un certain nombre des réponses de nature politique aux questions que vous vous posez. S'agissant de... Technique aussi, Monsieur Mazoric, parce que ça pourrait générer des dépenses supplémentaires. Qu'il manque une recette, on en est tous conscients, et ça c'est politique, je suis d'accord, c'est la conséquence d'une décision politique. Mais l'exécution du contrat de partenariat, ça c'est un contrat entre un privé et un public, et sur l'exécution de ce contrat, si on n'est pas attentif, il pourrait y avoir, de part et d'autre, générer des dépenses qui, je crois qu'on n'a pas tellement besoin de ça aujourd'hui dans la situation des finances publiques. Donc, moi, je suis attentive à ça. Je suis assez surprise. J'ai jamais vu ça. Enfin, moi, j'ai vu des tout petits PPP, certainement pas des... Parce que M. Bergère nous a dit tout à l'heure qu'on était quand même dans le top 10 des PPP de l'État. C'est un gros PPP. Moi, les petits PPP que j'ai vus, ils ne sont pas de ce niveau-là. Mais malgré tout, dans ces petits PPP, au travers d'une collectivité territoriale, sur une piscine, par exemple, ou 3 piscines d'ailleurs, ou des choses comme ça, je vous assure que la mise à disposition, mais personne ne peut, même sans le concours des grands cabinets d'avocats qui sont avec nous, mais la mise à disposition, mais on n'a pas différé, hein, on a fait très attention. C'est une notion sur laquelle on ne peut pas se permettre de jouer.
parce que ça a des conséquences de dépenses qui viennent modifier globalement le contrat. Donc, moi, c'est pour ça que j'insiste un tout petit peu. Et ça, c'est pas politique, c'est technique, c'est l'exécution du contrat. Et je m'étonne que de part et d'autre, personne, alors peut-être que tout le monde a intérêt, bon, on arrivera à le savoir. J'arrête là mon explication. Mais c'est pas grave, parce que je vais la reprendre un peu au vol. Est-ce que vous avez eu connaissance de l'éligibilité de la société Ecomove à la garantie de financement par l'État et que finalement elle n'a pas fait jouer cette garantie? C'est-à-dire qu'elle a fini par signer le contrat sans prendre cette garantie par l'État. Puisque la MAP nous a dit avoir étudié ce dossier de garantie de financement par l'État et que finalement l'attributaire a décidé de faire sans. Est-ce que, si vous en avez connaissance, ça vous a posé question et lesquelles? Et sur la question de Madame la Présidente, sur la situation actuelle et les retards pris, aucun ministre ne vous a saisi de rien? Vous n'avez fait aucune note à personne sur le sujet de ce retard sur la mise à disposition du matériel? Monsieur Mazzori. Merci Madame la Présidente. Je réponds en premier lieu à la dernière question de Madame la rapporteure. La réponse précise est négative, car ceci n'est pas dans mes attributions. Pour ne pas me tromper dans la réponse que je vais faire à votre première question, pourriez-vous, si c'est la citation de propos des représentants d'Ecomove, me préciser ce qu'ils entendaient ou ce qu'ils ont dit devant vous à propos de garantie? C'est pas Ecomove, c'est la MAP. Sur les grands projets prioritaires d'État, il peut y avoir une garantie des financements par l'État. Et donc Ecomove avait entamé la démarche, puisque la MAP a étudié le dossier, a rendu un avis favorable, donc Ecomove était éligible et n'a finalement pas fait jouer cette garantie. Autrement dit, a considéré qu'elle n'avait aucun risque. Sous bénéfice d'inventaire, Madame la rapporteure, il y a dans ce montage et ce contrat un accord passé à la demande des banques qui assistent à Autostradé puis Ecomove, qui est une demande classique pour prévoir le cas contentieux de l'annulation du contrat, ce qui est en général demandé à chaque partenariat public-privé, les établissements financiers ayant le souci de se couvrir du moindre risque, et ces dispositions-là ont été prises. En revanche, au sens de la loi organique sur les lois de finances, l'État n'a pas donné sa garantie au montage. En effet, madame. Monsieur le secrétaire général, donc on a bien compris qu'on a, une fois que le PPP a été signé, avez-vous eu des relations contractuelles ou non avec la société Ecomove? Est-ce que vous avez suivi l'évolution du dossier? Enfin, est-ce que votre ministère a été attentif à ce qu'il soit mené dans les conditions les meilleures? Merci Madame la Présidente. Monsieur le Sénateur, les services placés sous mon autorité n'ont pas eu de telles relations, car ça n'était pas leur attribution, sans préjudice des soins que le ministère et l'ensemble de ses directions n'auront pas manqué d'avoir. Jacques, pas d'autres questions? Vous vouliez rajouter quelque chose, Monsieur Boucher? Oui, peut-être juste pour préciser, que les choses soient qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur les interventions du secrétaire général au titre de la direction des affaires juridiques. Ma direction a été consultée à de nombreuses reprises. On avait évoqué ce qui se situait en amont du contrat, mais le dispositif de la taxe poids lourd comporte un très grand nombre de textes. Il y a eu un certain nombre de décrets, d'arrêtés qui ont dû être pris pour construire l'intégralité du dispositif. Cette direction a été consultée comme elle doit l'être à l'initiative des directions générales sur l'élaboration de ces textes lorsque des difficultés juridiques étaient soulevées. Et naturellement, sur les questions qui se sont posées à l'occasion de
la question du report de l'entrée en vigueur de la taxe. Sur toutes ces questions-là, il a pu, lorsque la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer en a éprouvé le besoin, eh bien, des demandes de conseil sur des points ponctuels ont pu être faites. Hein. Donc, évidemment, indépendamment de la question de la passation et de la conclusion du contrat, eh bien, la direction a joué son rôle de conseil juridique sur demande de la direction générale concernée lorsque des difficultés se sont rencontrées. Pour moi, une dernière question. Il y a eu des avocats quand même. Il y a eu un grand cabinet d'avocats qui est intervenu là-dessus. Quel est votre sentiment? Ils sont intervenus surtout à la demande de la DGITM, j'imagine, mais à la fois dans la conclusion du contrat et puis dans les contentieux qui ont eu lieu. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous avez vécu cette intervention des avocats sur ce dossier? Alors, la DGITM fait appel régulièrement à des cabinets d'avocats pour l'élaboration au fur et à mesure de projets tels que les PPP. Et en ce qui concerne ce PPP, elle a fait appel régulièrement au service de ce cabinet d'avocats. S'agissant du contentieux, elle a également fait appel à un cabinet d'avocats pour la phase devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. En revanche, pour ce qui concerne le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, c'était la direction des affaires juridiques qui a été le pilote de ce dossier. Nous avons organisé des réunions en y associant... Pourquoi vous étiez le pilote là sur ce dossier? Parce que la direction des affaires juridiques a le monopole des pourvois en cassation et des appels pour tout le ministère, pour assurer la vision juridique de l'ensemble de ces questions. Et donc, j'ai eu à organiser des réunions de préparation de la défense des intérêts du ministère en y associant le cabinet d'avocats qui était intervenu ponctuellement devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Merci de votre réponse, parce que il faut que vous compreniez que les élus ils se posent des questions. Ils se disent toujours dans un PPP, on sait que le prestataire privé, il a des grands cabinets d'avocats autour. Et la question qu'on se pose toujours, c'est de savoir si l'État, les ministères, seront armés, entre guillemets, pour répondre à ces questions-là aussi. Et voilà, puisque l'administration n'a pas forcément été, je dirais, n'a pas une culture des PPP. Bon, voilà, les PPP, c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau et qui est quand même assez différent de la culture de l'administration en général. Bon. Donc voilà, c'est pour ça que je vous pose cette question, parce qu'elle est quand même importante, qu'on sache que il y a eu aussi des conseils qui sont intervenus et dans des conditions que vous jugez satisfaisantes. Ça, je l'ai noté, oui. Là, je l'ai bien noté, M. Monteil. Il n'y a pas d'autres questions? Monsieur Mazouric, vous voulez... Je vous en prie. Merci, Madame la Présidente. Un bref complément, une réaction à votre propos. C'est en effet bien et logique, et nous l'avons en tant que fonctionnaires jamais mal pris, de disposer près de nous de conseils juridiques privés de renom et très compétents. On peut citer le nom de Clifford Chance, qui était le conseil de la DGITM. Cela étant, le ministère dont nous parlons a une certaine histoire en matière de concession, d'économie de montage de nature concessionnaire ou de nature de partenariat public-privé. Monsieur Lallemand faisait la chronique historique tout à l'heure. Je ne sais pas ce que vous en a dit, la mission d'appui au partenariat public-privé, mais c'est pour ça que la DGITM en était fort capable, une excellente expertise et une bonne connaissance. L'intérêt d'avoir un conseil, un avocat privé, c'est aussi de s'assurer d'une forme de communauté de langage ou de compréhension avec des gens. Sur le fond des défenses juridiques, outre le principe de monopole parfaitement limpide rappelé par Madame de Silva, je voudrais juste, après M. Monteil, s'ajouter que la défense de cette affaire en cassation a été en tout point remarquable, et j'invite la commission d'enquête à prendre connaissance attentivement et dans le détail de la décision du Conseil d'État du 24 juin 2011. Donc là, on a un bon contrat de PPP. Il n'est pas la redevance, la prestation, enfin la rémunération n'est pas trop élevée de votre point de vue, puisqu'on se fait confidence pour confidence. Il y a aussi quelques élus qui pensent que c'est un montant très élevé.
Et quelques élus pensent que peut-être on n'a peut-être pas été assez attentif parce que là, on était dans un PPP qui rapportait de l'argent, ce qui est assez rare finalement. Parce que souvent, les PPP, ça se solde par une somme que la puissance publique doit verser. Et là, en fait, il y avait une somme à payer par la puissance publique, mais finalement, infiniment moins importante. J'aime pas beaucoup parler de pourcentage, puisque ça n'a pas de sens de parler de pourcentage à ce niveau-là, puisque de toute façon, ce PPP, lui, il rapporte de l'argent. Il n'y en a pas beaucoup de PPP qui rapportent de l'argent. Un PPP comme le ferroviaire ou autre, il coûte de l'argent, il est par hypothèse. Tandis que là, il rapportait de l'argent. Alors peut-être qu'on a été un peu moins, je me fais l'avocat du diable, en tout cas de certains élus qui ne sont pas là, mais qui pensent que peut-être, voilà, on n'a peut-être pas été assez attentif sur cette rémunération. C'est pour vous faire intervenir, Monsieur Montiel. Je ne résiste jamais à une telle proposition. C'est la différence entre une appréciation juridique et une appréciation d'opportunité politique. Moi, je considère, et pardonnez-moi de donner un avis un tout petit peu personnel sur cette affaire, qu'en l'occurrence, il est très difficile sur un contrat qui n'avait jamais été fait sous cette forme, qui n'est même pas comparable à ce qui s'est fait ailleurs, de porter une appréciation qualitative sur le point de savoir s'il est bon ou pas bon. Ce qu'on a à faire, c'est à vérifier s'il est régulier. Et ça veut dire un tout petit peu plus que la simple régularité formelle, puisque le Code des marchés publics, les diverses vérifications qui sont faites à cette occasion, et encore plus la décision du juge suprême sur ce type d'affaires, ça vaut validation d'une procédure qui est faite, non pas pour embêter les administrations et les astreindre à des contraintes délirantes, mais qui est faite pour aboutir à un bon contrat. Donc moi, j'ai toujours un tout petit peu de mal à comprendre comment on peut exprimer un avis dubitatif. Alors, encore une fois, mis à part les questions d'opportunité politique, comment on peut porter une appréciation dubitative sur un contrat qui a parfaitement respecté, le juge l'a dit, toutes les étapes d'une procédure très compliquée. Donc je me permets là à nouveau de rendre hommage à la façon dont les administrations ont travaillé, et je ne rajouterai rien sur la manière dont elles ont été payées de retour à l'occasion de ces divers contentieux. Et je ne repars pas sur cette histoire, mais dont vous avez compris qu'elle me heurtait pas mal, du contentieux pénal délirant. Mais ça, on l'a bien compris, et je vous remercie de votre réponse. Mais nous regarderons un petit peu plus loin, parce que nous allons jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'actualité. Et donc, le contrat, il vit, il continue. Et voilà. Et en plus, il a une durée, on nous a bien expliqué, qui est limitée. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est dans une situation où plus on tarde à mettre à exécution les choses, moins la durée d'exploitation va être importante, donc moins la recette sera importante, etc., etc. Donc voilà, nous, on regarde les choses jusqu'à beaucoup plus loin que si vous voulez, qu'au niveau de la conclusion du contrat, de sa régularité, etc. On a un questionnement dans cette commission d'enquête qui va au-delà, mais on a été très satisfait de vos réponses. Voilà, nous entendrons M. Burceau, qui, lui, me paraît, à la lumière de ce que vous avez dit, être l'homme de la situation, parce qu'il est là de bout en bout. J'ai bien noté ça. Merci de votre audition, de vos réponses.